Bonjour, je m'appelle Uriel et bienvenue au Pays Parcours d'immigrants, qui est un podcast dans lequel je te partage l'histoire d'immigrants qui sont venus vivre au Canada à la recherche d'une vie meilleure, d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Régis qui travaille dans le domaine de l'informatique. On va prendre le temps de parler de son parcours, pourquoi il est venu au Canada, comment s'est passé les premiers jours, les premiers mois, les premières années et quelles sont ses perspectives pour la suite. Salut Régis. Salut Uriel. Ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien. Écoute, ce qu'il faut dire d'abord, Régis, c'est que toi et moi, on va way back depuis l'UTT, donc l'UTT, 3 en France. Oui. Ce que je propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on prenne le temps et de partager avec nos auditeurs, avec mon audience, un peu ton parcours, ce qui t'a amené ici, pourquoi tu es venu ici, comment ça s'est passé les premières années, et un peu où est-ce que tu te vois par la suite. Du coup, Régis, parle-nous un peu de toi. Bah écoute, que dire sur moi? Donc, je suis camerounais déjà, pour démarrer. Et comment est-ce que je me retrouve au Canada? Mon parcours a été très classique finalement. C'est-à-dire que, comme la plupart des personnes de mon entourage, et j'imagine beaucoup d'Africains, j'ai fait mes études au Cameroun, enfin en Afrique, du coup, jusqu'à mes 18 ans, donc jusqu'à mon baccalauréat. Et à cette étape-là, il y a en général deux embranchements. Soit tu fais des études universitaires dans ton pays, soit tu vas vers, pour être politiquement correct, tu vas en Europe pour tes études supérieures. Donc, je me suis retrouvé en France en 2002 de mémoire. Donc, c'est un an avant moi. Un an avant toi. Donc, à l'UTT. Je fais des études d'ingénieur. 2007, j'obtiens donc un diplôme d'ingénieur en système d'information, télécommunication, j'ai oublié le libellé exact. Et je démarre donc ma carrière dans l'informatique en France. Donc, encore une fois, parcours très classique, enfin très commun, on va dire, de consultant. Donc, de longues années de consulting en tant qu'analyste développeur. Et au final, donc, j'étais initialement spécialisé dans la technologie Java. Et comment est-ce que j'arrive dans l'analyse d'affaires, enfin analyse d'affaires / analyse fonctionnelle, enfin, j'aime bien faire ces différences-là. C'est qu'en travaillant avec un client, progressivement, ils ont commencé à faire du offshoring du développement. Donc le développement ne se fait plus en France, il se fait en Inde. Et ton rôle, peut-être fatalement, se transforme. Tu commences à plus faire le lien entre les besoins d'affaires et les équipes technologiques. C'est un peu comme ça que du coup je fais mes premiers pas dans l'analyse fonctionnelle, l'analyse d'affaires, et je continue dans ce domaine-là pendant une bonne quinzaine d'années. Pardon. Donc pendant une bonne quinzaine d'années. En 2016, je prends un peu de recul, je me dis ok, à quoi est-ce que je voudrais que ma carrière ressemble. Donc oui, je me rends compte que j'ai quand même un bon background technologique. Et je suis attiré par tout ce qui est gestion, management, entrepreneuriat. Et je me dis que ce serait bien d'ajouter une couche au-dessus de cette technologie-là et d'avoir une formation dans le domaine des affaires. Très attiré par les États-Unis à l'époque, je dis bon, écoute, on va essayer de faire d'une pierre deux coups. Ouais. Est-ce que tu avais fait Humboldt? On a fait Humboldt, ouais. Ouais, mais je l'ai fait avant toi. Tu l'as fait avant moi. Je l'ai fait avant toi, ouais. Ouais, c'est grâce à toi. D'ailleurs, je pense que je suis allé juste l'année d'après, en fait. Exactement. On n'était pas là-bas ensemble. On n'était pas là-bas ensemble. Non, c'est vraiment en séquence. J'avais oublié. J'avais oublié ça. J'avais oublié Humboldt. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je contemple les États-Unis et je me dis bon, écoute, on va faire d'une pierre deux coups. On va essayer d'avoir une formation en management, business administration, donc un MBA. Et pendant 2 ans, de 2016 à 2018, je vais aux États-Unis. Idéalement, le plan initial, c'était de trouver un emploi là-bas et d'y rester un petit moment. Bon, après, les événements arrivent. Finalement, j'ai pas eu de taf. Donc, après mon diplôme 2018, je retourne en France et je me pose la question, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve du travail en France ou alors est-ce que ma compagne et moi, on tente l'aventure ailleurs? Donc, la France, de l'expérience que j'avais eue, ça ne m'attirait plus beaucoup. Ouais. Et en parallèle de ça, j'avais pas mal de connaissances, dont toi, qui avaient fait le pas vers le Canada. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup été en contact depuis. Non, on s'est perdu de vue. Je pense qu'on s'est perdu de vue quand tu es rentré en France. Oui. Ouais. Mais du coup, j'ai d'autres connaissances finalement qui avaient fait le pas et ça avait l'air de bien se passer. Donc j'ai dit bon, écoute, en discutant avec ma compagne à l'époque, on se dit ça y est, on est diplômé, etc. On veut fonder quelque chose. Est-ce qu'on tente l'aventure à l'extérieur? Et on s'est dit écoute, on va faire de la recherche au moins.
cherché en France et au Canada. Finalement, après avoir fait des différents entretiens, j'obtiens une offre pour le Canada. C'est ça que je trouve intéressant. Mais comment est-ce qu'on passe du « je veux aller au Canada » à « je veux au Canada ». Parce que là, je passais dans mes emails ce matin, dans mes messages sur Messenger, puis j'ai un gars qui m'a écrit « Écoute, ça fait longtemps que je suis tes vidéos, je vais aller au Canada, mais je sais pas comment je fais. » Puis ici, j'ai répondu « Man, fais-le. Ouais. » Genre, c'est un moment, si tu veux le faire, tu prends la décision de le faire et tu y vas. Il serait intéressant que tu partages avec nos auditeurs comment ça se passe à partir du moment où tu dis « Go, je le fais » jusqu'au jour où tu mets les pieds au Canada. Je pense que j'ai joué de beaucoup de chance et d'autre part, je pense que quand tu es dans le domaine de l'informatique, c'est relativement facile. Parce que finalement, dans la timeline, je pense qu'en septembre 2018, je dis « On va tenter l'aventure Canada ». Donc, le coup de chance, c'est qu'au moment où je prends ma décision, tu avais plein d'événements d'immigration au Canada, donc notamment Destination Canada, où en fait, c'est une sorte de forum de l'emploi où tu déposes ton CV, tu rencontres des entreprises. Et honnêtement, en déposant mon CV, je pense qu'une ou 2 semaines plus tard, j'avais déjà des entretiens. Et je pense que c'est dû au fait qu'en fait, il y a une vraie demande pour des profils informatiques, analyse d'affaires, clairement. Aujourd'hui encore, il y a énormément de besoins. C'est encore le cas aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire, ça embauche, mais vraiment à la pelletée, parce que l'économie se digitalise. Surtout avec le Covid, on a de plus en plus besoin de digital un peu partout. Absolument. Développeurs, infrastructures, sécurité. Ouais. Le besoin est là. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le domaine de l'informatique, franchement, entre prendre la décision de je veux aller au Canada et j'y vais, ça me surprend pas que le délai soit très court parce qu'il y a un vrai besoin. Et qu'est-ce qui, d'après toi, dans ton profil, a facilité ça? Une chose que j'ai faite quand j'ai décidé de venir au Canada, ça a été de passer des certifications. Parce que ce que j'avais cru comprendre en étant à distance, en parlant à certaines personnes, c'est qu'ils ne reconnaissent. Tu as beau avoir fait une bonne école ou avoir un beau diplôme, ils n'ont pas de façon de pouvoir faire une équivalence entre ça et ce qu'eux, ils enseignent ici. Ouais. Du coup, ce qui aidait beaucoup, c'est d'avoir des certifications parce qu'ils se disent, une certification Microsoft, qu'elle a été faite en France ou aux États-Unis ou au Canada, c'est la même chose. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé chercher des certifications. Qu'est-ce qui, tu penses, d'après toi, a aidé dans ton profil pour que tu sois facilement recrutable et que tu aies été recruté? C'est une très bonne question. Et c'est d'autant plus curieux que moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai 0 certification. Oh, wow. J'ai 0 certification. Donc, qu'est-ce qui a vraiment fait le déclic? Je ne sais pas si c'est l'expérience. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si j'ai juste eu de la chance ou le point qui me vient en tête tout de suite, c'est le fait d'être bilingue. Parce que finalement, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à Winnipeg, qui est majoritairement anglophone, donc la province du Manitoba qui est majoritairement anglophone. Et je pense que le recruteur allait... En fait, j'ai pas de réponse à ça. C'est intéressant, bilingue. Est-ce que tu penses que ton multiculturalisme, le fait que tu as beaucoup voyagé par le passé, est-ce que ça t'a aidé dans les premiers jours quand tu as commencé à travailler sur place? Clairement, oui, parce qu'il faut... Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'effectivement, il faut être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter. Parce qu'on dira ce qu'on veut. Même si c'est un pays, entre guillemets, occidental, tu as quand même des différences culturelles. Il faut être capable, du coup, d'avoir suffisamment de flexibilité pour essayer d'arrêter de tout le temps faire le parallèle avec le mode de vie que tu avais avant, en France, en Afrique, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir ce conditionnement, mais cette ouverture d'esprit pour pouvoir absorber, pas nécessairement adopter, mais au moins absorber le mode de fonctionnement des autres. Ça aide beaucoup. C'est top. Moi, je ne vais pas répondre à la place de ton recruteur, mais moi, je pense que c'est ce qui a sans doute dû aider. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les certifications, mais je pense aussi que quand je regardais mon CV, j'avais plusieurs pays déjà dessus. Donc, c'est sûr que ça permet de passer le message que je suis capable de m'adapter. Peut-être, quelque chose. Peut-être. OK. Donc, premier entretien, comment ça se fait? Comment tu fais? Comment ça marche, tes entretiens à distance? Tu as appliqué pour une compagnie qui était au forum, quoi? Ils étaient supposés... Alors, c'était très... Encore une fois, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que l'entreprise était supposée être au forum, mais finalement, elle m'a contacté avant et j'ai passé un entretien avant même que le forum arrive. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont détecté mon CV sur la base de données du forum, mais au final, tout s'est passé en dehors du forum. Okay. Et encore une fois, on est à distance, donc c'était beaucoup d'entretiens de mémoire. Tu avais un premier entretien plus, je sais plus si c'était visio ou téléphonique, j'imagine que c'était visio,
Ouais, après, ça reste très classique. Parlez-moi de ton parcours, parle-moi de en gros, présente ta connaissance du rôle, finalement, d'analyse d'affaires, avec quelques exemples de mise en situation, des choses comme ça. Deuxième entretien, ils ont fait le voyage. Oh, wow. Ouais. En fait, ils avaient plusieurs profils qu'ils avaient identifiés en France. Donc, du coup, ils ont fait le voyage de Winnipeg à Paris. Et puis, je les ai rencontrés, très informels, dans un restaurant, tout frais payé, etc. Bon. Juste pour discuter, avoir un feeling avec les personnes, quoi. Donc là, encore une fois, ouais, là, c'était plus informel. C'était plus pour connaître les personnes, etc. Et voilà, c'était plié. Donc, encore une fois, je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Je sais pas ce qui fait décrocher le rôle, finalement, parce que j'ai toujours été très naturel, j'ai toujours été moi-même dans mes entretiens. Ouais. J'essaie pas de réinventer la sauce, je dis les choses comme je le ressens. Après, je pense qu'il faut, au Canada ou comme ailleurs, tant que tu es structuré dans ta réponse, quand tu sais où tu vas, etc., tu dois te vendre à la fin de la journée. Tu dois te vendre à la fin de la journée. Pas non plus se survendre ou s'inventer une vie qu'on n'a pas. Exactement. Très intéressant. Donc là, tu as eu cette chance et une fois que tu avais le go, c'est bon, j'ai l'emploi, comment ça se passe ensuite? Déjà, tu y crois pas. Parce que tu te dis, ok, est-ce que c'est possible qu'en 2-3 semaines... Est-ce que c'est un scam? Voilà, exactement. Parce que, en fait, finalement, on me dit, ok, je reçois le mail avec une offre d'emploi, salaire, tout ça, signé. Je dis, ok, bien. C'est où Winnipeg? Parce que... C'est vrai, toi, t'es pas arrivé à Montréal comme la plupart du monde. T'es pas arrivé au Québec, t'es allé directement à Winnipeg. Exactement. C'est quelle province déjà, rappelle-moi? Manitoba, ouais. En plein centre finalement du Canada. Comment ça se passe ensuite? Tu t'es dit, ok, je sais pas où c'est où Winnipeg, et ensuite? C'est ça, tu ouvres Google Maps et tu te dis, ok, c'est où Winnipeg? Non, mais clairement, j'étais vraiment en mode... En fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire, c'est-à-dire que, ok, tu vas au Canada, c'est l'Amérique du Nord, donc ce sera pareil partout, c'est pas vrai. Non. Non, pas du tout. C'est un vaste continent, c'est ça que je réalise aujourd'hui. En fonction des villes, tu as juste des cultures, des modes de vie différents. Donc Winnipeg, je ne connaissais pas du tout avant d'avoir l'offre. Donc, et là, tu te dis, bon, j'ai une offre ferme, et en même temps, j'avais quelques entretiens en France aussi, et tu te dis, bon, tu te reposes la question. Maintenant que j'ai une offre ferme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente l'aventure d'aller dans un pays, dans une ville où j'ai pas de famille proche, j'ai des connaissances, mais je connais personne. C'était un gros dilemme parce qu'encore une fois, tu traverses l'océan. Ouais. Le gros avantage, entre guillemets, de la France, c'est que finalement, tu es très proche de l'Afrique, de ta famille. Et là, tu vas encore augmenter la distance, aussi bien en termes de fuseau horaire que si jamais on a besoin de toi, il faut faire le trajet, etc. Donc, c'était pas facile comme discussion, comme décision à prendre. Mais tu pèses le pour et le contre, encore une fois, parce que finalement, tu compares, tu te dis, OK, j'y vais pour construire quelque chose, pour avoir un certain confort, finalement, professionnel. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais avoir en France? Est-ce que tu essaies de dire, est-ce que je pourrais avoir la même opportunité en France? Et tu te dis, en fait, c'est quoi l'expression? Tu te dis que l'air est peut-être un peu plus verte ailleurs. OK. Qu'est-ce qui fait balancer là-bas? Qu'est-ce qui fait type la balance du côté de Montréal? C'est quoi l'élément qui te dit, OK, j'ai tout regardé, j'ai regardé les pros et les contre, les pour et les contre, mais voici l'élément qui fait que je me lance? Deux choses. Tu as ton j'avais déjà travaillé une dizaine, quinzaine d'années en France. Donc, je sais déjà ce à quoi m'attendre. Pas de déjà vu. Voilà, déjà vu. Et d'autant que dans mes recherches, quand je regardais les offres qui m'étaient faites, j'avais l'impression que je risquais de revivre exactement la même chose. Okay. Et le deuxième élément, encore une fois, c'est t'as des connaissances qui semblent s'épanouir là-bas. Et puis, troisième point que je vais rajouter, c'est que finalement, dans ma famille, dans ma petite famille, en fait, on aime tenter des choses. OK. Parfait. Just take a leap of faith. Yeah. Et on s'est dit, bon, on va tenter. Au pire, si ça marche pas, on a un billet d'avion et on rentre. Tu pars, tu déménages, tu arrives avec femme et enfant, enfin avec femme. Avec femme. Avec femme. Ouais. T'arrives, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vécu une situation plus similaire à la tienne pour notre audience. Toi, tu as eu un visa avec le travail, donc ton boulot s'est occupé de tout finalement. Exactement. Et de facto, ta conjointe a eu un visa aussi. Oui, alors ça a été un petit peu compliqué. Enfin, compliqué. Ça a été un autre dilemme qu'il a fallu gérer dans le sens où
au moment où je signe mon contrat, ou du moins je reçois l'offre, on n'est pas mariés, on est fiancés. Ok. Donc il y avait une complication dans le sens où, du point de vue de l'employeur, il ne pouvait pas sponsoriser le visa pour mon épouse tant qu'on n'était pas légalement mariés. Donc tu te retrouves dans une situation où tu te dis, ok, tu viens de revenir en France, tu as passé 2 ans aux États-Unis, ta compagne était en France, donc vous avez déjà passé 2 ans à distance. Est-ce que vous voyez encore passer X mois, X années, le temps de n'importe quoi, préparer le mariage, etc., pour ensuite vous retrouver ensemble? Déjà, elle m'a dit no way. Donc, tu peux pas vraiment lui en vouloir. Voilà, exactement. Donc, la contrepartie, c'était que du coup, il a fallu se marier un petit peu, entre guillemets, à la va-vite. Donc, on a un peu organisé les choses très rapidement pour au moins être légalement mariés. Donc, on a fait un mariage à la mairie juste avant d'arriver au Canada. Et de facto, elle a eu un visa ouvert. Elle a eu un visa ouvert. Moi, j'avais un visa fermé. Lié à l'entreprise. Et c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas quand ils immigrent au Canada, c'est que le conjoint peut venir. Et j'irais même plus loin, c'est que si tu as un visa de travail ou même un visa étudiant, bah, ton conjoint ou ta conjointe peut venir et elle ou lui aura un visa ouvert. Donc, en réalité, le conjoint a encore plus d'opportunités que la personne qui est primaire sur le dossier. Donc là, vous arrivez à Winnipeg. Dis-moi comment ça se passe, Winnipeg. Ah, les premiers jours, c'était une horreur. Non, mais je vais être clair là-dessus. Parce qu'il faut savoir que le moment où tu décides d'immigrer est important. On arrive à Winnipeg en février. Ah, man. Moins combien ? Je crois que c'était officiellement moins 30, ça devait être à moins 50 avec le facteur vent. Voilà. Donc en plus il y avait un vortex polaire. Donc en fait on arrive à l'aéroport avec nos valises. On se dit bon, on va prendre le taxi, on va aller dehors. De toute façon il fait froid, mais bon voilà. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Tu sors, t'as ce vent de froid qui te gifle le visage. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici ? T'as le nez qui gèle. Oh là là, c'était difficile. Et donc, entre le trajet en taxi de l'aéroport jusqu'à l'appartement, tu regardes les rues sont vides. Ouais, tu te dis, c'est pas bon l'hiver. Où est-ce que j'emmène ma femme, quoi, elle va me détester. Donc, les premiers jours, je vais pas le cacher, c'était difficile. C'était difficile. En plus, pour la petite histoire, Winnipeg a ça de différent que le centre-ville est... Enfin, c'est pas dans le centre-ville que la plupart des choses se font. Donc, en fait, le centre-ville est quasiment vide. Et moi, ignorant ça, j'avais pris un appartement au centre-ville pour être proche du travail. Donc, c'est-à-dire que j'étais à 5 minutes à pied du travail. Je me disais, c'est nickel, on va commencer comme ça. Mais en termes d'activité, t'as pas grand-chose. Ah, c'est sûr. Donc, tu arrives dans le centre-ville où il y a quasiment personne. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi ? C'est une ville fantôme ? Qu'est-ce qui se passe ? Et après, au fil des jours, tu prends tes marques progressivement avec le travail, etc., avec tes collègues. Ça, encore une fois, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que tu découvres ton nouvel environnement et tu te crées une vie, exactement. Ma femme a eu la chance de pouvoir de trouver un travail. Je ne sais plus au bout de combien de temps, mais elle a trouvé du travail et plus dans le marketing, ça c'est l'expérience client. Donc, je pense que on est arrivé en début 2019, vers l'été 2019. C'était plutôt pas mal. On avait tous les deux du taf, etc. Du coup, tous les deux avaient du travail, c'est ce qui est vraiment important pour l'intégration, ne serait-ce que même mentalement, d'avoir une activité autre que de tout le temps avec son conjoint à la maison. Ensuite, comment ça se passe la vie à Winnipeg par la suite? C'est-à-dire, parle-moi un peu de comment vous finalement, en tant qu'immigré, comment vous vous intégrez dans le tissu de Winnipeg? Bah, écoute, en 2019, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que, alors moi, personnellement, je suis un introverti assez réservé, donc me faire des relations, ça prend du temps. Ma femme, elle, c'est beaucoup plus facile pour elle. Donc effectivement, elle, c'était en quelques semaines, quelques mois, elle avait déjà pas mal de contacts. Et par contre, la vie d'immigré, il faut rajouter un nouvel élément de circonstance, c'est que 2020, on rentre dans le Covid. Oh, t'es arrivé en quelle année? En 2019? On est arrivé en 2019, ouais. Waouh! Donc 2020, Covid arrive et là, ça chamboule énormément de choses. C'est-à-dire que je pense que si Covid n'était pas arrivé, je pense qu'effectivement, on aurait avoir un plus grand réseau de connaissances. Mars 2020, tu as beaucoup de choses qui sont chamboulées. Notamment, d'un premier point,
l'entreprise qui embauche ma femme, finalement, elle ferme. Oh, wow, ok. Donc, elle perd son emploi. Ok. Covid oblige, tout le monde reste à la maison pendant quasiment toute l'année 2020. Donc, finalement, on est resté quasiment que tous les deux en 2020 à essayer. C'est pas évident. Et ça a été très difficile. Est-ce que là, tu te poses la question de rentrer? Est-ce que là, tu te dis, quand ça arrive, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas plutôt rentré en France ou au Cameroun? À ce moment-là, est-ce que tu as des moments de doute? Tu aimerais bien. En France, peut-être moins. Enfin, pour ma compagne, j'imagine plus, parce que du coup, c'est là qu'elle a sa famille. Moi, quand tu me dis rentrer en France, tout ce qui me vient en tête tout de suite, c'est les perspectives professionnelles. Je me dis, non, j'ai pas vraiment envie. C'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière, clairement. Si rentrer au Cameroun, tu te dis, ouais, c'est encore un autre débat, je vais pas rentrer dans la politique, mais... On va en parler. Rentrer au pays, c'est pas c'est pas facile, c'est pas aussi simple que ça. Donc oui, moi personnellement, je pense que je me dis, c'est une phase qu'il va falloir passer, mais j'ai la chance de toujours avoir mon emploi. Je peux subvenir à nos besoins tous les deux, donc je vais continuer pour le moment. Encore une fois, en tant que personnellement introverti, etc., rester à la maison, travailler, c'était idéal. C'était l'idéal. Merci. Mais après, oui, effectivement, tout ce qui est dans le cercle d'amis et tout ça, c'était difficile de ne pas avoir ce contact-là. Vous avez réussi à avoir un tissu autour de vous? On a eu un tissu, effectivement, qui n'est pas aussi étendu qu'on aurait souhaité, mais il y avait quand même effectivement des contacts. Mais tu sentais que fin 2020, le fait de ne pas pouvoir... On avait prévu de rentrer en France et au Cameroun en 2020. Et on avait tous les billets d'avion, visa, tout ça pour aller voir la famille. Oh, wow. Tout ça a été annulé. Donc vraiment, tu sentais cette solitude de se dire, OK, c'est bien les amis, mais t'aimerais bien revoir ta famille et tu peux pas. Tu te sentais un petit peu en prison finalement dans ce contexte-là. Il y a eu beaucoup de Français qui sont partis de Montréal pendant le Covid. Il y a eu beaucoup de ventes d'appartements. Tu sais, je suis dans l'immobilier, j'ai aussi ma licence de courtier. J'ai vendu beaucoup d'appartements de Français qui rentraient. Et au fait, parce que quand tu viens de la France et que tu es à Montréal et que tu as des enfants, tu te dis, par exemple, au pire des cas, les grands-parents ou la belle-sœur ou le beau-frère, ils sont à 6 heures d'avion. Voilà. Mais quand le Covid arrive, ils ne sont plus à 6 heures d'avion. Ils ne sont plus là du tout. Et c'est là qu'ils ont réalisé, au fait, finalement, la distance qu'on pensait qui n'était pas une distance tant que ça, c'est une distance. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse vague de gens qui sont rentrés. Moi, je suis toujours là et je n'anticipe pas de rentrer tout de suite. Mais par contre, effectivement, je l'ai vu dans mon cercle d'amis. Il y en a beaucoup qui sont rentrés parce que ça a pesé sur eux le fait de ne pas pouvoir rentrer. Pas tant le fait de rentrer, mais le fait de ne pas avoir la possibilité de rentrer. Je comprends bien. Et ça va dans les deux sens parce que pour le coup, pendant le Covid, on a eu notre premier enfant. Waouh. Et autant... Félicitations. Merci. Et autant le fait de ne pas pouvoir rentrer, c'est difficile. Le fait de ne pas avoir de famille qui puisse venir... au moins nous assister les premiers jours avec l'enfant, ça a été d'autant plus difficile. En fait, finalement, depuis 2020, on est quasiment que tous les deux, aujourd'hui tous les trois, et c'est ça notre cocon, notre cercle. Je suis très content d'être ici, puis on en parlera tout à l'heure de ton retour d'expérience. Par contre, ce que j'aime souvent aussi dire, c'est être très transparent sur les difficultés, et ça, c'en est une. Ah oui, clairement. Ne pas avoir sa famille à côté, surtout quand on est jeune parent, on a besoin de repères. Et quoi de mieux que ta belle-mère ou ta mère pour aider ta femme dans les premières activités des premiers jours. Ici, tu le fais à l'hôpital, c'est un inconnu. Oui, c'est une infirmière praticienne qui s'y connaît, mais c'est un inconnu qui te montre les premiers pas. C'est ça. Et c'est à ça que sert la famille, normalement. C'est vraiment te montrer le premier pas, le rite de passage pour devenir parent, ta mère qui lave ton enfant la première fois dans de l'eau chaude en lui braillant les épaules comme on le fait au pays. Exactement. Mais ça, on l'a pas. Oui. Mais par contre, c'est le plus dur. Mais il y a tellement, comme tu dis, il ne faut pas constamment être dans la comparaison et plutôt essayer de profiter de ce qu'on a de positif ici. Absolument. C'est quoi? Puis tu es passé de Winnipeg, ensuite du coup tu es arrivé à Montréal. Pourquoi ce passage de Winnipeg à Montréal? Pourquoi The Weeknd? En fait, il y avait des raisons personnelles et aussi des raisons de commodité. Personnelle parce que, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Winnipeg, c'est une petite ville. Je voulais un petit peu plus de dynamisme parce que Winnipeg, c'est une communauté qui est très... je ne vais pas dire soudée, mais la plupart des personnes sont des personnes qui sont nées là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont fait leurs études là-bas, qui ont rarement
vu autre chose que Winnipeg. Donc c'est vraiment un cercle pas fermé, mais assez difficile à intégrer. C'est la raison pour laquelle je voulais, une fois que j'ai eu ma résidence permanente, parce que c'était la condition sous laquelle je pouvais aller ailleurs, aller dans une ville qui était un peu plus cosmopolite, un peu plus dynamique, un peu plus ouverte au monde. Et l'autre point, c'était qu'encore une fois, quand on a fait ce plan-là, on se disait que c'était plus facile finalement pour la famille de venir nous rendre visite. Proximité. On pensait pas nécessairement aux conditions Covid, mais de dire que c'est plus facile de faire le vol de Paris à Montréal que de faire Paris, je dis n'importe quoi, Montréal, Winnipeg, etc. Ouais. Donc plus la distance. Good. Et tu viens de glisser un élément qui est quand même important. Tu as eu ta résidence permanente. Et comment ça s'est passé, ce processus-là, d'aller chercher finalement ce statut qui t'ouvre les portes professionnellement? Maintenant, tu peux travailler pour n'importe qui. Ouais. Tu peux sortir du pays et revenir quand tu veux sans être trop contraint par les délais. Ouais. Comment c'est passé? Déjà, pourquoi tu l'as demandé et comment ça s'est passé? Pourquoi? La raison est simple. C'est-à-dire que je veux juste pas être enchaîné à une entreprise. Là, il n'y avait pas débat. J'aurais très bien pu rester avec mon entreprise, mais bon, bref. Petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, excuse-moi de t'interrompre, c'est que tu es arrivé avec un visa qui était fermé, qui a été fait par l'entreprise qui t'a fait venir, et de facto, ton visa était fermé pendant 2 ans, je pense. Bonne question. Il me semble que c'était 2 ans. Oui, il me semble que c'était 2 ans. Avec cette entreprise. Donc, en allant chercher la résidence permanente, tu n'as plus besoin de ce visa. Et de facto, tu peux travailler pour tout et n'importe, pour tout le monde finalement. Oui, voilà. Parfait. Oui. Donc, effectivement, résidence permanente pour avoir cette liberté-là, parce que je ne sais pas qui aimerait être enchaîné à une entreprise. Après, comment ça s'est passé? Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui, de mon point de vue, qui était relativement simple. Parce que la résidence permanente, c'est quoi? C'est juste une liste de critères à remplir pour déposer son dossier. Donc, tu avais des critères en termes de temps de présence sur le territoire, des critères, j'imagine, financiers, des critères liés à la langue de mémoire. Et donc, tout ça, c'était un petit peu de préparation, dans le sens, de patience d'une part, parce que du coup, il fallait prouver un certain historique, je ne me souviens plus très bien des critères, un certain historique financier, du coup, un certain montant. Les tests de langue, je les ai pris. Je les ai fait, le français et anglais, juste pour avoir plus de points pour être dans la sélection. Donc, en fait, résidence permanente, c'est juste une checklist qui, de mon point de vue, n'est pas si difficile à rassembler. Je ne pourrais pas te donner les détails parce que c'est vraiment moi. Dans mon couple, c'est ma femme qui est vraiment la reine de l'admin et des formalités administratives. Mais ce que je veux juste partager avec ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai beaucoup de messages où est-ce que les gens me disent « Uriel, comment je fais pour avoir ma résidence permanente? Comment je fais pour avoir ma citoyenneté? Comment je fais pour arriver au Canada? » Puis la réponse est tout le temps la même. C'est je ne suis pas un conseiller en immigration, donc je ne peux pas légalement vous prendre et vous aider à le faire. Ouais. Par contre, ce que je dirais, c'est que une fois que vous avez mis de côté un peu la phobie de l'administratif, tu vas sur un site internet qui s'appelle site du Canada, Immigration Canada. Tu as toute la liste qui est là. C'est ça. Tout le système de points qui dit les points que tu vas avoir si tu fais A, B, C, D, E. Le minimum de points que tu dois avoir pour pouvoir avoir la résidence permanente, tu rassembles les documents et tu les soumets. Puis en plus, maintenant, tu peux tout faire en ligne. Donc, tu peux tout soumettre en ligne, c'est quand même bien organisé. À la fin de la journée, puis là, on tombe un peu dans le mindset, mais on en avait un peu parlé. Tu l'as rapidement abordé au début. À un moment, il faut que tu te lances, au fait. Leap of faith, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut que tu te lances et quand tu veux quelque chose, tu essaies de comprendre les prérequis, tu fais ta liste, tu l'écris sur un bout de papier ou sur un tableau, puis tu coches. Tu coches des checklists et tu avances. Et franchement, la raison, c'est pas quelque chose, c'était pas une épreuve. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une checklist. Tu prends, est-ce que j'ai tel document? Check. Tu le soumets. J'ai pas eu besoin d'avoir un avocat ou quoi que ce soit. Comme tu dis, tu vas sur le site Immigration Canada, tu prends ta liste, tu rassembles les documents, tu soumets. Ça prend juste un peu de temps. Je crois qu'on l'a eu en 6 mois, on a eu une réponse. Et ta vie continue en parallèle. Et ta vie continue en parallèle. Franchement, c'était un non-événement finalement. C'est-à-dire que tu soumets, t'attends. Et voilà. Et là, maintenant, tu es à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de notre chère ville de Montréal? Je ne sais pas encore. Je te dis pourquoi. Parce qu'encore une fois, donc, on arrive à Montréal en 2021. Tu avais le Covid, mais 2, on arrivait en mai, je pense. Mon fils est né en août. Oh, wow, ok. Donc finalement, l'année 2021, j'étais au four et au moulin à la maison. Donc
Montréal, j'avais pas le temps d'aller découvrir. 2022, ce n'est vraiment qu'en 2022 que j'ai commencé un petit peu à explorer, à voir ce qui se passe. Et de ce que j'ai aujourd'hui de Montréal, j'aime bien en fait. En fait, je vais comparer forcément à Winnipeg en disant ouais bah là je suis très proche du centre, Côte des Neiges, etc. Il y a énormément d'activités. L'été c'était pas mal parce que t'avais plein de restaurants à côté, des choses, t'avais tout à proximité. Donc j'aime cette vie en fait, cette vie. Donc pour l'instant j'apprécie beaucoup. Je pense que j'apprécierai encore plus quand je pourrai prendre vraiment, enfin quand mon fils sera un petit peu plus indépendant et qu'on pourra vraiment faire des sorties en famille, des choses comme ça. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé avant sa naissance, c'était le fait que on pouvait conduire une demi-heure, 3/4 d'heure, se retrouver dans la nature, faire un petit trek, etc. Parce que ce qui est arrivé juste avant sa naissance, c'est qu'on s'est dit bon, on va aller du côté de Macouche. On va marcher un petit peu, aller dans un champ de lavande, profiter un peu des derniers moments. Et vraiment, cette facilité de faire le switch entre l'urbain et la nature, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est le gros plus de Montréal. Puis tu le vois, tous les Québécois, les Canadiens qui vivent ici, le week-end, ils sont jamais en ville. C'est ça. Quand tu prends les autoroutes qui sortent de la ville, elles sont tout le temps jammées le vendredi. Et le vendredi vers 14, 15, 16 heures parce qu'ils sortent du travail et ils y vont. Ou bien le dimanche parce que là, ils reviennent dans la ville. C'est plein parce qu'ils sortent. Exactement. Et c'est un gros plus. C'est vraiment un gros plus. Puis je pense pas que tu peux vivre au Canada si tu ne sais pas apprécier tout ce qui est outdoor, tout ce qui est extérieur. C'est vraiment un gros plus. C'est un très bon point. Un truc que je m'étais dit justement en arrivant au Canada, c'est que au-delà du outdoor, c'est le seul fait aussi que, en pensant à l'hiver, c'est que j'ai l'impression qu'ici, d'une façon ou d'une autre, tu dois être très proche de la nature. Ouais. C'est-à-dire que quand novembre arrive, les premières neiges, bah, ton mode de vie change complètement. Il faut que tu fasses tes préparations. Ceux qui ont des maisons mettent leur bâche pour protéger leur voiture, des choses comme ça. J'ai eu l'impression d'être beaucoup plus guidé par le rythme de la nature, entre la météo, etc., qu'en France, par exemple, où finalement, tu vis en appartement, mais... Bah, il neige plus en France, il neige toujours à Paris, je sais pas. Il neige, mais on s'en rend pas compte. Ouais. En fait, j'ai un des anciens invités, Axel, qui est ici depuis plus longtemps. Puis il a une phrase que j'aime beaucoup, est-ce qu'il dit « Si tu veux apprécier la vie au Canada, il faut que tu vives les saisons et il faut pas que tu les subisses. » Exactement. Donc vivre les saisons, c'est par exemple en hiver, bah, tu fais des activités d'hiver. En été, tu fais des activités d'été. Et le point commun entre tout ça, bah, c'est la nature. Parce Exactement. que oui, tu peux Netflix toute la journée si tu veux, mais c'est beaucoup moins intéressant que de pouvoir aller ramasser les pommes en automne, de pouvoir aller faire du ski en hiver, de pouvoir aller sur les plages, aller visiter les grands lacs qu'on a au Canada. Exactement. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Comment est la vie avec un enfant à Montréal pour les jeunes parents? Est-ce que... Très bonne question. Comment est la vie? La première chose qui me vient en tête, et ça va pas être nécessairement positif, c'est le système de santé. Venant de la France, bah oui. c'est quelque chose qui nous choque encore aujourd'hui, de se dire que en arrivant à Montréal, encore une fois, je m'étais fait entre guillemets des illusions en me disant on quitte le Manitoba, on va dans la province de Montréal, enfin dans la province du Québec, forcément les choses vont être mieux organisées. Et donc on arrive à Montréal, quelques semaines avant la naissance de mon enfant, il faut trouver un hôpital. Déjà, première chose qui me surprend, c'est on te dit en fait on peut pas accepter ton assurance manitobaine parce que il te faut un truc québécois. Tu te dis, ok, mais Manitoba, c'est le Canada, quoi, c'est le même pays, qu'est-ce qui se passe? Donc on a eu déjà beaucoup de peine à trouver un hôpital, on y est arrivé, heureusement. Mais deuxième chose, c'est le médecin de famille, quoi. T'en as un? On n'en a pas. Écoute, je suis là depuis 2012, j'ai toujours pas de médecin de famille. Moi, je trouve ça aberrant, quoi. Ouais. Je trouve ça aberrant. De se dire que t'as un gamin, ou toi-même, qui te suit? Actuellement, tu as une pénurie de produits, c'est tout ce qui est aspirine, paracétamol, pour en pédiatrique pour les enfants. Il n'y en a plus. Parce que là, on est en train de traverser une grosse vague de virus, de tout et tout ce qui va avec. Et c'est un point qui est un peu spécial, Régis, parce toi et moi, on vient de la France, donc c'est sûr que quand on compare, il n'y a rien de mieux que la France. Mais toi et moi, on a fait les US. Donc quand tu compares le Québec aux US, on est très bien, bien logés ici. On est sûr, c'est sûr qu'effectivement c'est un classement. Il y a un classement. C'est sûr que les US c'est autre chose. J'ai eu la chance de pas être trop malade aux US, mais le
le peu de soucis que j'ai eu, bah, ouais, tu te dis, bon... Ouais, tu crèves. C'est ça. En fait, les US, ça se passe très bien quand ta situation professionnelle est bonne. Si tu as une couille, tu vas en chier. Quoi. Ouais. Non, les US, c'est spécial. Là, on a, toi et moi, un peu le malheur d'être passé par la France, ou le bonheur d'être passé par la France, qui fait que on va toujours voir le système de santé comme étant pas assez bien. Ouais. Et oui, il y a beaucoup de points à améliorer. J'ai une amie qui s'est pété la main, elle a passé 48 heures avant de se faire voir par un médecin à l'hôpital. Je suis là depuis 2012, j'ai toujours pas de médecin de famille. Mais c'est sûr que quand tu compares aux US ou à d'autres pays, on est bien nantis. Mais comparé à la France, c'est sûr que c'est moins bien. Donc là, jeune nouveau Montréalais, tu t'intègres. Ouais. Quelle relation, comment tu fais pour gérer les relations avec les gens qui sont tes amis, ta famille qui est restée en France ou au Cameroun? Comment ça se passe? C'est la technologie. On a la chance d'avoir tous ces outils, WhatsApp, FaceTime, etc. En fait, avec la distance, je me rends compte que je suis beaucoup plus en contact avec eux. C'est-à-dire que je crois qu'ils passent rarement une journée sans que j'envoie un message à ma mère pour savoir comment est-ce qu'ils vont. En fait, c'est pareil pour ma compagne. Aujourd'hui, elle travaille à mi-temps, mais encore une fois, elle passe rarement une journée sans qu'elle ne fasse des visios avec ses frères et sœurs, avec sa mère. Donc c'est vraiment comme ça qu'on essaie de garder le contact, parce qu'encore une fois, ils ont leur démarche de visa qui sont en cours, mais on attend toujours. Tu leur fais faire des visas pour venir ici? Oui, en vacances, ou vos parents pour... Ma belle-mère déjà pour entre guillemets vacances, mais au moins pour qu'elle voit son petit-fils. Mais il faut aussi que je prépare tout ce qui est pour les grands-parents, comment ils appellent ça, le super visa. Tu me diras, parce que moi j'ai commencé le mien il y a 2 ans, puis juste avant le Covid, et j'ai toujours pas de réponse, ça mouline, ça tourne un peu. Donc je pense qu'il faut que tu le refasses, parce que effectivement pour ma belle-mère, on avait déposé une demande pendant le Covid. Ils nous ont conseillé de refaire la demande. Donc tu avais payé et tout, on avait tout payé. Ils ont dit en fait non, ça sert à rien, probablement pas de réponse, refaites-la. C'est bon ce que tu me dis, parce que je vis la situation actuellement, je l'ai fait pour et mon père et ma mère, et c'est vrai que depuis j'ai pas de réponse. Donc surtout quand c'est un peu l'un des challenges avec lesquels on doit dealer quand on vit à l'étranger. Nos parents vieillissent, ils sont pas en train de rajeunir. Puis tu veux quand même créer des connexions entre les générations, c'est-à-dire la nouvelle, tes enfants et tes parents. Et la distance n'est pas dans ce sens-là. Tu dirais du coup, en gros, que la distance t'a rapproché de ta famille, en gros, en quelque sorte? Elle m'a rapproché, effectivement, je dirais oui. Après, idéalement, j'aimerais bien pouvoir au moins aller les voir plus fréquemment. C'est sûr qu'avec le Covid, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, avec les choses qui se relâchent, j'espère qu'on ne va pas rentrer dans notre phase bizarre. Notre vague. Mais j'espère bien pouvoir, dans les prochaines années, aller un petit peu plus fréquemment les voir, parce que comme tu dis, effectivement, ils ne rajeunissent pas. Ça nous amène sur le sujet qui est un peu... On a tous cet attachement un peu à la mère patrie. On est connecté avec l'Afrique. Tu envisages de rentrer Je ne te pose pas la question si tu envisages de rentrer en France. Je pense que ça, je connais la réponse. Mais est-ce que tu envisages un jour éventuellement de rentrer en Afrique? Idéalement, oui. Enfin, rentrer, peut-être pas définitivement, mais au moins avoir... Comment est-ce que je vais le formuler? Au moins avoir une activité en Afrique. Donc, encore une fois, je suis camerounais, donc le contexte est encore un peu plus particulier. Mais parce que, encore une fois, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Autant au Cameroun qu'en Afrique au sens large. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités à saisir. Et j'aimerais pouvoir tenter ma chance et essayer aussi bien de construire quelque chose que d'apporter quelque chose aux populations qui, encore une fois, beaucoup souffrent et pourraient bénéficier des Africains de la diaspora pour essayer d'améliorer un petit peu leur quotidien. J'aimerais qu'on décortique un peu ce que tu amènes là. Il y a 2 parties en termes d'opportunités. Pour notre audience, j'aimerais te parler un peu des opportunités que tu vois ici, professionnelles, personnelles, en tant que toi qui viens de l'immigration, qui vit au Canada. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité ici que tu n'avais peut-être pas, par exemple, en France? Et après, on pourra aussi parler des opportunités que tu vois en Afrique en tant que personne de la diaspora qui voudrait éventuellement rentrer. Si on commençons par le Canada, donc le Québec ou Montréal, c'est quoi ce que tu dirais qui a été vraiment ce que tu as eu de plus ici que tu ne pouvais pas avoir là-bas? En France, tu veux dire? Ouais. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... Donc, j'ai dit que je suis arrivé en tant que consultant. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Preach. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que j'aurais pu aussi facilement faire ce genre de transition étant en France.
pour ceux qui nous écoutent, tu es devenu pigiste, donc tu es à ton propre compte. Oui. Ça fait une grosse différence sur la fiche de paye. Clairement, ouais. Mais tu as un peu plus de charges, mais effectivement, c'est ça. Quand tu fais le bottom line, ça mais la transition, tu trouves, a été beaucoup plus simple. Ah, c'est extrêmement simple. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est juste quelque chose qui est très répandu ici. C'est dans la culture. C'est-à-dire que quand tu regardes je vais les appeler les recruteurs, mais les recruteurs dans le domaine de l'informatique, en fait, c'est adopté, c'est acté que tu puisses avoir soit envie d'être recruté en tant que salarié, soit recruté en tant que pigiste. Donc, en fait, t'as quasiment pas de négociation à faire. Tout ce que tu dois venir, c'est dire ce que tu veux, donner ton taux. Et faire cette transition-là, ça s'est passé extrêmement simplement. Pour avoir fait la même chose, pour avoir aussi fait cette transition il y a quelques années, si je dois décortiquer un peu la différence entre ici et la France, c'est qu'en France, tu as beaucoup d'employés, peu de pigistes, et les pigistes en général sont toujours portés par quelques entreprises qui ont un peu le monopole finalement de qui va être placé comme pigiste chez ces compagnies. Ici, en recruteur, tous les recruteurs sont habitués à travailler avec et les employés et les pigistes. C'est au même niveau. Il n'y en a pas. En France, je dirais que je donne les chiffres, c'est 80, peut-être à 80, 20, voire 90, 10% qui sont pigistes. Ici, c'est du 50-50. Voilà. Donc, il y a un marché qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus transparent. Et l'exemple que je vais me donner, puis grosso modo, je fais des arrondis. Je ne connais pas ton cas ou je ne connais pas le cas de tout le monde, mais j'avais grosso modo un salaire de 100 000 quand j'étais employé. Puis pour la même fonction en pigiste, je faisais un chiffre d'affaires de 200 000. Donc oui, j'ai des charges, mais à la fin de la journée, même en versant un salaire de 100 000, il m'en restait quand même dans la compagnie. Donc c'est vraiment un jump qui facilite finalement l'entrepreneuriat. En fait. Voilà, exactement. Parfait. Donc ça, c'est le gros plus. C'est cette multiplicité des opportunités finalement que tu as d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme opportunités qui pourraient même d'ailleurs tu pourrais d'ailleurs te servir finalement de ces opportunités professionnelles pour accéder à d'autres opportunités. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme étant des choses auxquelles tu as accès ici qui sont moins faciles d'accès ou moins connues en France par exemple, où est-ce que tu étais avant ou auxquelles tu ne pensais même pas avant? Que je pensais pas avant, je ne sais pas, mais clairement, enfin, là tu vas être familier avec le sujet, tout ce qui est les boursiers d'investissement, quand tu penses au real estate et des choses comme ça, pour être honnête, et ça sera peut-être une leçon que je me donnerais si je pouvais me revoir il y a 10 ans, je ne sais pas si c'est le pays qui l'a fait ou si c'est moi qui ai juste plus maturé très bon point. Pour me dire qu'effectivement, j'ai l'impression, enfin, je suis plus ouvert aux opportunités d'investissement. Real estate, stocks, you name it. Je ne suis pas sûr que ce soit lié au pays, par contre. T'as un bon point. Parce que je regarde tout ce que je fais aujourd'hui et oui, il y a un terreau qui est fertile pour ça. Je regarde l'immobilier. Le genre de transaction que je fais ici aujourd'hui, la connaissance que j'ai, que je mets à profit dans mes transactions, je ne l'avais pas en France. Mais en même temps, je n'avais pas cherché à l'avoir. Exactement. J'ai une maturité en tant que... J'ai eu un développement personnel, j'ai grandi. Je suis allé chercher certaines choses, ne serait-ce que même dans le monde de l'entrepreneuriat. Là, on fait un podcast, c'est de la création de contenu, c'est donner de la valeur à une audience, c'est créer une communauté. J'ai jamais pensé à ça quand j'étais en France, mais j'étais juste pas là dans ma vie. Je pense que c'est une combinaison des deux. Ouais. C'est un terreau qui est fertile. On a un boom immobilier ici actuellement, c'est indéniable, mais c'est aussi qu'on a évolué, on a grandi, on a d'autres préoccupations dans nos échelles de valeur. Ouais. Rappelle-toi, quand on était étudiant, tout ce qu'on voulait faire, c'est arriver à la fin du mois et on ayait encore des pâtes dans le garde-robe, dans le garde-à-manger. Je me giflerais si je me voyais. C'était de la survie à l'époque. Ah, clairement. Quand on était arrivé à Paris, c'était OK, comment faire pour dépenser le plus d'argent? On était jeunes, on était bien payés, col blanc, on voulait faire la fête, découvrir la ville. C'était clairement ça. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. C'est une perspective complètement différente. Tu l'as légèrement abordé, puis on va creuser là-dessus, tu l'as dit, apporter quelque chose d'autre aux autres, avoir un impact. Je pense qu'on est rendu au stade où est-ce que ça va au-delà de juste nous. Et le fait d'avoir une famille dont on s'occupe, d'avoir une femme, des enfants, ça te force à créer en toi ce côté où tu veux servir déjà les tiens, mais aussi servir le reste du monde. Ouais, exactement. Donc, parle-moi un peu de tes projets en Afrique ou de ce que tu voudrais faire en Afrique, apporter des valeurs, quand tu parles on parle d'apporter de la valeur. Le problème, c'est qu'il y a... Quand tu dis Afrique, moi je pense en général, encore une fois, je me concentre sur le Cameroun. Le problème,
entre guillemets, le problème du Cameroun, mais ce qui est du coup finalement une opportunité, c'est qu'il y a quasiment tout à faire. Par exemple. On est dans un pays finalement qui essaie de trouver ses marques, où le privé, l'entrepreneuriat il a du mal à s'épanouir, à s'étendre. Donc, tu as certaines niches. Enfin, moi, je viens de l'IT, donc forcément, j'essaie de voir des opportunités de digitalisation, des choses comme ça. Mais tu as d'autres besoins qui sont même encore plus primaires, c'est-à-dire en termes d'infrastructure. Et là, ça demande beaucoup plus de moyens, fatalement. Mais je trouve qu'il y a tellement... Je repense toujours aux besoins primaires des populations. Aujourd'hui, quand tu regardes les informations au Cameroun, ça parle beaucoup du coût de la vie, où tu as, par exemple, l'importation au niveau de l'alimentaire. Le Cameroun importe quasiment tout. Ouais. Alors que tu as tout ce qui est terrain fertile, qui pourrait être exploité. Tu vois, des choses aussi simples qui répondent aux besoins des personnes et qui fatalement pourraient te rapporter des choses parce que tu fournis un produit, un aliment à moindre coût qu'à l'importation. Ce sont des petits filons comme ça qui, je pense, pourraient être porteurs, notamment quand on parle d'une crise alimentaire mondiale qui pourrait arriver bientôt. Ce serait bien de pouvoir se couper de ce pont, de cette connexion, de cette dépendance finalement à l'international, et d'avoir nos produits fabriqués à l'intérieur. Tu vois, ce genre de petites initiatives qui pourraient, je pense, améliorer le quotidien. Très basique, hein, extrêmement basique. Tu n'as pas besoin d'inventer une machine volante, mais juste répondre aux besoins des populations. Surtout que là, tu touches un point par rapport à l'agroalimentaire. Ces autres pays viennent chez nous produire pour ramener chez eux. C'est ce que fait la Chine en Afrique. Ouais. Donc, il y a une aberration à ce niveau-là. Là, ça fait quelques années que tu es ici. Tu commences à être quand même très à l'aise. Donc, tu crées ta vie, ta famille, ton enfant. Professionnellement, ça se passe bien. Penses-tu, tu te donnes quoi comme horizon? Est-ce que tu t'es donné un horizon pour rentrer? Déjà, horizon, enfin, je me vois dans 5 ans à peu près. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà, dans 5 ans, j'aimerais déjà être un peu plus présent. On va dire ça comme ça. Pas rentrer, mais au moins être plus présent. Après, l'autre particularité de mon parcours, c'est que je pense que je me suis beaucoup déplacé, j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé une dizaine d'années en France, mais après, récemment, j'ai été aux États-Unis, etc., etc. Ce qui fait que j'aimerais vraiment prendre le temps de me poser, d'avoir une assise. Et ce que j'appelle une assise, c'est vraiment d'avoir, encore une fois, je commence à fonder une famille, mais c'est aussi d'être un peu plus structuré au niveau de mes finances, parce que rentrer en Afrique, ça implique avoir un certain capital, etc. Donc vraiment que je puisse me poser en termes d'investissement, des choses comme ça va me prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que je me donne un horizon 3 à 5 ans pour essayer vraiment de me poser des bases, get that money, etc. Et après, get the bag. Et ensuite, du coup, commencer à être un peu plus présent sur des projets. Là, je vais vraiment entrer dans une phase où je vais essayer d'être un peu plus fréquent au Cameroun pour essayer vraiment d'observer, voir les opportunités un peu plus concrètes et pouvoir créer au moins des idées d'entreprise. Et d'ici 5 ans, j'espère, si tout va bien, on croise les doigts, on touche du bois, vraiment pouvoir entrer, me lancer, parce que j'espère avoir accumulé suffisamment de capital et avoir au moins structuré des idées pour pouvoir me lancer. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est la chance qu'on a justement avec les perspectives professionnelles que tu as aujourd'hui, avec le contexte économique, c'est de pouvoir mettre des choses en place ici qui pourront t'aider à partir là-bas. Ouais. Un peu comme toi, je ne crois pas au retour de la diaspora. Tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais c'est très propre à qui tu es, Régis, pour te connaître un peu. C'est, tu veux rentrer pour écouter, pour observer. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité-là, en fait, de se dire, toi et moi, on est des étrangers chez nous. Exactement. Ça, c'est une réalité. Bon point, ouais. On est des étrangers. En fait, on a pris un chemin qui fait qu'on sera tout le temps des étrangers toute notre vie. En France, je suis un étranger. Aux États-Unis, je suis un étranger. À Montréal, je suis un étranger. Peu importe la manière. We don't have home. Exactement. On n'a plus de home. C'est un peu ça la réalité de gens comme toi et moi qui sont partis très jeunes. Le Bénin, je suis un étranger au Bénin. Et donc, ce serait un peu utopique de vouloir rentrer au Bénin et venir donner des leçons, même si j'ai du knowledge, même si j'ai des capitaux, même si j'ai des idées. Et tu as dit quelque chose que je trouve très profond, c'est rentrer et observer. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité-là, parce que si je vois beaucoup de gens qui parlent de rentrer au pays, ils vont se casser la gueule parce qu'ils veulent arriver là-bas avec leurs grands sabots.
Si tu n'as pas déjà réussi à créer une entreprise ici, à la développer, à la faire croître, pense pas que tu vas le faire à distance dans un pays où est-ce que... Ah, mais négatif. Les gens là-bas, ils sont prêts. Là. Ils sont prêts à te vider les poches. Ouais. Donc, c'est très beau ce que tu dis. Puis, j'aimerais que notre audience le comprenne. On ne rentre pas en Afrique sans être préparé. Ah non, absolument. Enfin, je ne crois pas du tout. Tu rentres pas en disant j'ai mon petit salaire, ma petite pension de retraite, j'y vais en conquérant. Tu as vraiment intérêt à avoir un plan. Et du coup, ça passe, comme tu le dis, par l'investissement, ça passe par se monter un capital ici. Et c'est une belle opportunité, finalement. Parce que je pense pas que si j'avais été en Afrique, j'aurais accès au montant auquel j'ai accès aujourd'hui, que je peux éventuellement aller déployer là-bas. Donc, parfait. Donc là, si tu dois faire un retour d'expérience sur ta vie au Canada, ce serait quoi en disant qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins bien aimé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? Enfin, clairement, je vais revenir sur les opportunités, clairement. Comparé encore une fois à ce que j'ai pu vivre en France, je trouve que j'ai beaucoup plus d'opportunités, même si je ne les saisis pas toutes, mais de l'opportunité, rien qu'avoir la possibilité de tenter autre chose. Enfin, j'imaginais pas en France que j'allais d'avoir mon entreprise et de pouvoir faire autre chose, tout simplement. Donc, tu as vraiment ce côté yes, I can do things qui est génial, en fait. Quoi d'autre de positif? Ouais, c'est le seul truc qui me... Pas que ce soit la seule opportunité, mais après, derrière, tu as effectivement... quand tu compares à la France, tu as toujours Montréal, tu as toute l'activité culturelle, etc., les choses à découvrir. On a parlé de la nature versus urbain, etc., ouais. qui sont de très belles choses à pouvoir découvrir. Un truc dont j'ai pas pu profiter encore... Par exemple, avant le Covid, tu pouvais voyager, aller dans les Caraïbes, et cette proximité à d'autres choses. Tu me diras, en Europe, t'as énormément de pays aussi, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Juste pour résumer, donc j'ai entendu qualité de vie. Oui. Qualité de vie, même si t'as pas pu pleinement profiter à cause du Covid et à cause de ta nouvelle paternité. Et j'ai aussi entendu profiter de tout ce qu'il y a autour. Oui. Parce qu'autant, quand on est en France, on peut aller à Amsterdam, on peut aller à Bruxelles en quelques heures avec le train. Mais on a aussi l'opportunité ici, comme tu l'as dit, de pouvoir aller à Vancouver, aller aux États-Unis en quelques heures, et profiter de ce qu'il y a ici, Cuba. Ouais. Parfait. Puis moi, mes dernières grosses vacances, c'était quand j'ai eu mon premier enfant, c'était avec ma femme. On est allé au Mexique, à Cancun. Non, pas Cancun. Playa del Carmen, donc c'est à côté. C'était vraiment la première fois que je faisais un resort tout all-inclusive avec une qualité, tu te la farniente, tu te reposes, tu fais des activités. C'est pas quelque chose que je faisais habituellement quand j'étais en France. Donc, si je résume ce que tu me dis, c'est le gros plus, c'est les opportunités, la qualité de vie et profiter de tout ce que l'Amérique du Nord, l'Amérique finalement a offrir. Exactement. Parfait. Et les trucs négatifs? Parce qu'il faut quand même en parler. Il faut en parler, c'est sûr. Bon, on a déjà évoqué le système de santé, du moins au Québec. Ça, voilà. Il faut être préparé à ça. Ouais. Je ne vais pas parler de la météo, parce que avant même de venir, tu sais ce à quoi tu t'exposes. Oui, il fait froid. On est d'accord, il fait froid. Mais je ne vais pas le mettre dans le point négatif. Parce que tu sais que ça vient avec le package. Non, clairement, le gros négatif, encore une fois, c'est la distance avec ta famille. Avec ta famille. Parfait. Clairement. Si tu devais faire quelque chose différemment dans tout ton processus d'immigration, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Finalement, dans mon processus d'immigration, les choses se sont relativement... Encore une fois, je pense que j'ai joué de beaucoup de chance et de bonnes opportunités. Peut-être que si j'avais pris le temps non, pas pour dire que Winnipeg, c'était pas une bonne opportunité, mais si j'avais pris un peu plus de recul pour vraiment me renseigner sur où est-ce que j'allais, j'aurais peut-être fait un choix différent d'atterrir à Winnipeg. Encore une fois, c'est une ville très charmante, mais après, il faut savoir ce à quoi tu t'exposes en termes de qualité de vie, etc.
Et savoir ce que toi tu cherches. Là, je dois avouer encore une fois, j'ai dit leap of faith, mais c'était un petit peu aussi un peu trop de hâte qui a fait que, oui, on a passé 2 ans à Winnipeg. Si je devais passer 2 ans à Montréal, je crois que j'aurais préféré ça. Donc, je comprends. Ça en plus se renseigner finalement sur où est-ce que tu vas, ce à quoi tu t'exposes en termes de culture, de qualité de vie, etc. Donc tu aurais pris le temps peut-être de voir d'autres options que la première qui a trouvé qui était très bonne, mais qui t'a amené à Winnipeg et qui t'a peut-être un peu éloigné finalement de Montréal et de tout ce qu'il y avait d'autre. Voilà, exactement. Ok, nice. Et du coup, tu te vois, on a un peu couvert, mais c'est quoi pour toi les prochaines étapes dans ton parcours ici? La prochaine étape, c'est encore une fois, donc là, je me suis incorporé récemment, donc j'ai créé mon entreprise récemment. Pour moi, la priorité principale, c'est encore une fois créer un capital, investir. Créer du capital. Après, m'occuper de mon petit garçon, vraiment lui préparer son petit avenir tranquille, là, mettre des choses en place, pouvoir lui léguer des choses. Donc, clairement, créer du capital, commencer à construire des choses, aussi bien pour ma famille que pour des projets en Afrique. Et éventuellement et en Afrique. Mais juste un gros merci. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir l'opportunité de voir ce que les autres vivent, pas seulement dans le côté un peu bling-bling, mais aussi un peu dans la vulnérabilité, les difficultés, les joies, les peurs, les challenges. Si vous avez aimé ceci, je vous invite à faire une chose, vous abonner, activer les notifications, partager cette vidéo, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Le mot de la fin. À ceux qui nous écoutent, qui sont des gens qui veulent venir au Canada, qui ne sont pas encore venus, ou des gens qui sont déjà au Canada et qui sont peut-être dans leurs premières années, qu'est-ce que tu leur dirais? Tenter de l'aventure. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, tout au long de ma vie, j'ai fait des leap of faith. C'est-à-dire que même si... Enfin, ça contredit un petit peu le négatif que j'avais évoqué, mais il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques mesurés, mais savoir dans quelles conditions on se lance, on y va. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de peur, il y a toujours des peurs, mais il faut pouvoir se contrôler, se renseigner, obtenir des informations et décider y aller finalement. Il faut y aller. Régis, un gros merci pour ton temps. Merci à toi. À une prochaine.